Dans cette vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je vais résoudre une autre situation tirée de la section 4.2 du livre de Séguin, section qui s'intitule La trajectoire d'une particule dans un champ magnétique. Il s'agit de la situation 3, intitulée Le cyclotron, et dont on peut prendre connaissance à la page 352 de Séguin. Encore une fois, il est probablement recommandé d'avoir bien saisi l'exposé du cyclotron qu'on peut trouver dans le livre de Séguin. Après une première lecture, on identifie nos données. Donc, on nous dit qu'on va accélérer des protons. Donc, j'ai probablement mis que ma charge, c'est la charge d'un proton, que la masse, c'est la masse d'un proton. Dans un cyclotron dont les dés, les deux demi-cylindres, ont un rayon de 10 cm. Donc, c'est mon 10 cm ici. Évidemment, ce rayon-là, si on commence à l'illustrer sur le dessin, c'est le rayon à la fin lorsque je sors du cyclotron, parce qu'évidemment, de façon intermédiaire, je vais faire des cercles qui vont avoir des rayons plus petits. Mais à la sortie, ce qu'on donne habituellement, c'est le rayon à la sortie du cyclotron, donc du plus grand cercle que je vais faire à la fin. Ce cyclotron-là est plongé dans un champ magnétique de 0,5 Tesla. Donc, B est égal à 0,5 Tesla. Et on me demande quelle va être la vitesse à la sortie du cyclotron. Encore une fois, vitesse que j'ai appelée finale, parce qu'évidemment, la vitesse, il y en a partout sur le pointillé, mais c'est la vitesse à la toute fin que je vais vraiment m'intéresser. Et aussi, quelle va être la période de la partie du cyclotron qui s'occupe de faire varier la différence de potentiel de façon à pouvoir accélérer la particule sur chaque demi-dé, sur chaque dé du cyclotron. Donc, ça prend une période. Donc, c'est du temps, une période, c'est en secondes. Sur le dessin, l'endroit le plus approprié que je l'ai mis, c'est la période de cette sinus-là qui génère la différence de potentiel. Donc, j'ai écrit mon T ici, là, proche de la source. En examen, j'aurais sûrement tendance à, pas juste tendance, je fournirais le dessin de base d'un cyclotron. Il faudrait ajouter dessus les variables. J'en ai déjà ajouté deux, mais on va continuer. Donc, j'avais évidemment la masse et la charge, mais je devrais aussi me poser comme question, je mets dessus, ben non, c'est vrai, c'est déjà dit que c'est une particule positive, donc ça, j'ai pas le choix. C'est mon proton qui est ici, donc je vais avoir illustré à la fois la masse et la charge. Le R est illustré. Le B, ça, à l'examen, j'aurais pu ne pas nous montrer le B, et c'est à vous de déterminer si j'ai besoin d'un B rentrant ou sortant. Dans un cas comme ça, on peut toujours décider de le faire à un endroit facile. Dans une vidéo précédente, j'avais montré que c'est le fun quand V vers en haut. Ben, imaginez que la particule est ici présentement, dans dessous de ma souris. Elle se dirige vers le haut, son vecteur vitesse est vers le haut. Puis la force magnétique est vers le centre, parce que je veux tourner de cette façon-là. Donc, ça, c'est mon bras vers le haut, puis ça, c'est mon pouce qui soit vers le centre. Donc, pour réussir à avoir cette configuration-là, il faut que mes doigts de ma main tournent vers l'écran, rentrent dans l'écran. Donc, ça prend un B qui est rentrant dans l'écran. Donc là, je n'ai pas dessiné la force magnétique puis le vecteur V, mais vous pourriez les dessiner à cet endroit-là, puis ça donne une configuration facile à analyser. En termes de vecteurs, ce que j'ai plutôt besoin de montrer pour la vitesse, c'est la vitesse à la sortie. Donc, c'est ma vitesse que je vais obtenir ici. Et là, tous mes paramètres sont illustrés sur le dessin. Prochaine étape de ma méthode, c'est de trouver une formule qui va me permettre de calculer la vitesse finale. Juste pour le plaisir de se préparer l'examen, parce que c'est sûr, on est en train de travailler le chapitre 41, fait qu'on sait qu'on aurait le réflexe d'aller fouiller dans le chapitre 41. À l'examen, les références au chapitre ne sont pas là, donc je cherche une vitesse, je pars de la table des matières. C'est sûr que, première des choses, il faudra avoir le réflexe d'analyser qu'on est dans la partie magnétique du cours. Parce qu'évidemment, des vitesses, il y en a ailleurs. Il y a la vitesse de dérive qui apparaît à un moment donné. Vitesse de dérive, c'était dans le chapitre 36. Mais il ne faut pas que j'aille là, ça n'a aucun rapport avec la partie de matière que j'identifie dans ce problème-là. Il faut plutôt que j'aille dans le magnétisme. Et là, le V apparaît à ce endroit. Ben, il y a ici 41, chapitre qu'on est en train d'étudier. C'est sûr qu'il y a un autre V qui apparaît ici, là, mais la force électromotrice induite, ça ne m'apparaît pas du tout dans une tige, elle. Ça ne me semble pas du tout correspondre à mon problème. Fait que, en examen, mon premier réflexe serait de dire je vais aller voir dans le chapitre 41. Dans le chapitre 41, je rencontre la vitesse ici.
Donc, je pourrais m'attendre à avoir à travailler avec ça, mais je peux regarder aussi plus loin si je ne trouve pas autre chose d'intéressant. Sur la première page, il n'y a pas d'autres formules. Avant de dire je pars avec cette formule-là, mais j'irai quand même voir sur la deuxième page. Et là, je vois réapparaître vitesse à plusieurs endroits. Je peux utiliser ces formules-là. D'ailleurs, Seguin le fait. Il a dit je fais appel à ça. Puis je vais faire appel à ça aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la page précédente. Mais moi, je vous dis qu'en combinant ces choses-là, je retrouve vitesse ici. Donc, je continue à analyser s'il y a d'autres endroits intéressants. Et quand je regarde, masse est dans mon problème, Q est donné, le rayon est donné, puis le champ magnétique est donné. Donc oui, je peux bien combiner les équations moi-même d'en haut, là, mais elles sont déjà faites, puis j'ai toute ma réponse ici. Et c'est une particule dans un cyclotron qui tourne sur un mouvement circulaire. Donc cette formule-là est tout à fait appropriée. De retour à mon problème, je m'aperçois que c'est un problème extrêmement simple. Donc avec le principe que j'ai identifié, le rayon c'est 0,1. La masse, c'est la masse d'un proton que je peux aller chercher sa valeur au besoin. Le V, je ne le connais pas. Fait que je vais avoir 1,67 fois 10 à la moins 27 fois V, divisé par la charge qui est connue, et le B qui est connu. Donc, j'ai écrit une équation, un inconnu. Ce point d'interrogation-là est solutionné. Je n'ai même pas besoin de faire le traitement mathématique là, qui est montré ici. Je peux aller au deuxième point d'interrogation. J'ai à calculer une période. Je n'avais pas identifié dans le résumé tout de suite tout à l'heure ce que j'avais à calculer, mais tout de suite à côté de la formule que j'ai, c'est sûr que je peux repartir avec ça. Ça va me demander une petite opération de plus, ou la période d'un mouvement circulaire, on l'a à côté ici, là, quand que ce mouvement circulaire-là, c'est justement dans un champ magnétique. Donc de retour à mon problème, le deuxième point d'interrogation, je vais utiliser ce concept-là, que je vais appliquer à ma situation. Le T, c'est ce que je cherche, 2π fois le M, c'est la masse de la particule du proton, divisé par la charge qui est connue, puis par le champ magnétique qui est connu. Je viens d'écrire une deuxième équation avec rien que des chiffres dedans, deux équations, deux inconnus. Le problème est terminé. Je peux aller dans une calculatrice qui va me retourner les réponses. Avant de vous montrer la calculatrice, je fais juste une petite remarque. Si jamais dans le résumé, j'avais vu période au départ, telle qu'elle apparaît dans le cours de mécanique, j'aurais dit, je vais appliquer ça. Ça aurait été possible. Dans le bas de la solution, là, vous avez une solution alternative où j'ai choisi de calculer la période avec une formule qui n'a pas été adaptée à un problème de magnétisme. Je vais écrire ma valeur T, 2π fois le rayon est connu. Et la vitesse, je n'écris pas de chiffre, mais je l'ai calculé avec la première équation. Là. Donc j'aurais quand même deux équations à deux inconnus. Je n'ai pas des chiffres partout, mais l'inconnu de plus que j'ai est calculé à partir de la première équation. Donc, le problème était fini aussi. Dès ce moment-là, j'avais pris cette formule-là. Je complète la vidéo dans la calculatrice en vous montrant que j'ai essayé des deux façons. Donc, en haut, j'ai deux équations indépendantes. Ma première qui me permet d'obtenir vitesse finale à partir de tous les paramètres d'entrée, puis ma deuxième qui permet d'obtenir T à partir de tous les paramètres d'entrée. Ou encore, la deuxième façon d'analyser le problème, la première équation demeure identique, mais la deuxième, mon T est calculé à partir du paramètre calculé dans l'équation précédente. Mais ça me donne exactement les mêmes réponses.